Monsieur le Président. The wait is finally over. French President Emmanuel Macron appointed longtime ally and centrist bloc leader François Bayrou as the country's new prime minister after MPs toppled Michel Barnier's government last week. Now Bayrou faces the challenge of forming a government that will not be brought down by MPs in parliament, which is not an easy task. As of Friday afternoon, he will have the support, obviously, of Macron's presidential camp, and the far-right National Rally Party also said that they will not vote against Bayrou as long as he does not cross certain red lines concerning immigration, for example. But uncertainty remains over the position of the conservative right-wing camp and certain left-wing parties, such as, for example, the Greens and the Socialists, who demanded the future prime minister come from their ranks. One thing for sure is that the hard-left France Unbowed party have already declared that they will be pushing for a no-confidence vote as soon as possible. The new prime minister and his cabinet will have the daunting task of passing the nation's next year's budget plan in a bitterly divided lower house. Polls indicate, however, that the French public is quite fed up with the current political mess. According to a recent Elab survey, about two-thirds of French people said that they want the MPs to reach some kind of deal instead of once again toppling the prime minister. Monsieur le Président. François Bayrou est-il l'homme providentiel, celui qui sortira la France de l'impasse? C'est le nouveau pari d'Emmanuel Macron. Le choix du chef du MoDem pour occuper le poste délicat de Premier ministre, le troisième en un an, ne doit rien au hasard. 3 fois candidat à une présidentielle, puis fidèle allié du président Macron dès son premier mandat, François Bayrou avait fait une brève apparition au printemps 2017 au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. Nommé garde des Sceaux, il avait dû rapidement jeter l'éponge, empêtré dans une affaire de détournement de fonds européens à destination de son propre parti politique. Une affaire dont il a été blanchi en première instance, mais dont il n'est pas encore débarrassé. Sa très longue expérience dans le paysage politique français pourrait faire mouche, notamment du côté du Parti socialiste et des Verts, qui ont déclaré qu'ils ne participeraient pas au prochain gouvernement, mais qu'ils seraient prêts également à ne pas voter de motion de censure contre lui, à la condition qu'il ne passe pas son budget 2025 en force à l'aide d'un 49.3, méthode qui a coûté sa place à son prédécesseur Michel Barnier. La Russie a lancé une attaque aérienne massive sur le territoire ukrainien ce vendredi. Selon Kiev, près de 200 drones et 93 missiles ont été lancés visant principalement des infrastructures énergétiques. Dans la capitale, les habitants se sont réfugiés dans les stations de métro en attendant la fin des alertes. Dans le même temps, des frappes ont aussi touché la ville de Kharkiv, qui à vol d'oiseau n'est située qu'à environ 25 km de la ligne de front dans l'est du pays. Des attaques similaires ont eu lieu dans le sud, à Odessa, mais les autorités ont annoncé avoir mis hors d'état de nuire la plupart des projectiles. Selon le président Zelensky, les défenses aériennes, notamment des chasseurs F-16, ont intercepté 81 des missiles tirés à travers le pays. Depuis le début de l'hiver, la Russie n'a de cesse de frapper les centrales thermiques ou électriques pour affaiblir l'Ukraine et miner le moral de la population qui passe tous les jours de nombreuses heures dans le noir et dans le froid. Alors que l'armée russe était intervenue en 2015 pour sauver le pouvoir de Bachar al-Assad, il y a quelques jours, Moscou n'a rien fait pour empêcher la prise de la Syrie par les rebelles islamistes. La Russie était pourtant avec l'Iran le principal allié du président déchu. Selon certains députés européens, Moscou aurait fait le choix de se concentrer sur la guerre en Ukraine plutôt que d'envoyer des soldats en Syrie. The main theater for the Russian war of aggression is, of course, Ukraine, because we all know how things are developing there, and probably there will be some changes with the incoming US administration, and they are concentrating just there. Apparently, the decision was that they have to prioritize the Ukrainian situation and not the Syrian one. Russians' efforts are purely focused on the war in Ukraine, and even in the war in Ukraine they need support from North Korea. So this is why they were simply not able to afford any assistance to Assad's regime in Syria, and this is why this time he wasn't able to hold his positions.
Le Kremlin a confirmé il y a quelques jours que Bachar al-Assad et sa famille se trouvent en Russie. Malgré ses liens étroits avec le président déchu, Moscou tente également de soigner ses relations avec les rebelles islamistes qui ont pris le contrôle du pays. En dépit de ce changement de pouvoir, pour la Russie, la Syrie conserve une importance stratégique. We have seen that the Russian propaganda and communication landscape has changed its narrative immediately. From calling these rebels terrorists and extremists, they have become now very friendly, and they changed overnight. And this is obviously because Russia wants to establish relationships as good as possible in order to protect the military assets they have in Syria. And in Syria, this is important because this is Russia's access to the Middle East. Tout l'enjeu pour la Russie, c'est de conserver les deux bases militaires, l'une aérienne et l'autre navale, qu'elle possède en Syrie. Celle de Tartous a été ouverte dans les années 70 et permet à Moscou d'avoir une présence en Méditerranée. En 2019, la Russie a signé avec le gouvernement syrien un bail de 49 ans pour exploiter cette base. L'autre permet notamment aux avions gros porteurs de ravitailler les unités russes présentes en Afrique. Les Syriens ont assisté à leur première prière du vendredi depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, il y a près d'une semaine. Dans un discours vidéo, le chef rebelle, anciennement connu sous le nom d'Abou Mohamed al-Jolani, a invité les Syriens à célébrer pacifiquement cette victoire après les prières. ثم بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد وكما قلناها منذ البداية منصورة بعون الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les dirigeants des pays du G7 ont déclaré dans un communiqué qu'ils étaient prêts à soutenir un processus de transition politique garantissant la protection des droits de l'homme et des minorités religieuses et ethniques syriennes. Par ailleurs, le président turc Erdogan a rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken jeudi à Ankara, qui a insisté sur l'importance de poursuivre la lutte contre le groupe État islamique. We also discussed the imperative of continuing the efforts to keep ISIS down. Our countries worked very hard and gave a lot over many years to ensure the elimination of the territorial caliphate of ISIS, to ensure that that threat doesn't rear its head again, and it's imperative that we keep at those efforts. Cherchant à modérer sa rhétorique et à établir des relations avec l'Occident, le gouvernement intérimaire de la Syrie s'est engagé à faire respecter l'état de droit, ajoutant qu'il respecte la diversité religieuse et culturelle en Syrie. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rendu visite au président italien Sergio Mattarella vendredi matin au palais du Quirinal à Rome. Cette visite reflète les efforts diplomatiques de l'autorité palestinienne dans les forums internationaux pour établir un État palestinien et mettre fin à l'occupation israélienne. Le président italien s'est dit préoccupé par la situation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, où les colonies israéliennes sont en contradiction avec les résolutions des Nations Unies et où il espère une solution fondée sur la coexistence de deux États. Cette rencontre a précédé celle avec la première ministre italienne Giorgia Meloni. Dans le même temps, le pape François a rencontré le premier ministre intérimaire libanais Najib Mikati au Vatican. Au cours de cette rencontre, le pape a souligné l'importance de la solidarité entre les responsables libanais, en particulier face aux crises politiques et économiques que traverse le pays. Mahmoud Abbas a lui aussi rencontré le pape François au Vatican jeudi pour discuter de la situation humanitaire palestinienne. Les manifestations pro-Union européenne en Géorgie sont entrées dans leur 3e semaine. Des milliers de personnes se sont une fois encore rassemblées devant le Parlement à Tbilissi. Ce mouvement d'ampleur a commencé lorsque le gouvernement a annoncé que les négociations d'adhésion à l'UE seraient repoussées jusqu'en 2028. Face à la colère d'une partie de la population, la police a régulièrement fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les rassemblements, arrêtant jusqu'à aujourd'hui plus de 400 manifestants et des opposants politiques. Ces derniers ont accusé le parti au pouvoir rêve géorgien de sacrifier les relations avec l'Europe au profit de liens plus étroits avec la Russie, ce que les autorités ont maintes fois réfuté.
La présidente Zourabichvili s'est exprimée à plusieurs reprises, affirmant ne pas reconnaître le résultat des législatives, tout comme la nomination probable de son successeur, Mikhail Kavelashvili, membre du parti Rêve géorgien, ce samedi. Une situation potentiellement explosive lorsque se présentera le jour de la passation de pouvoir. Après avoir soudainement installé la loi martiale avant de faire marche arrière quelques heures plus tard, le président sud-coréen a échappé une motion de destitution, mais il n'est pas au bout de ses peines. L'opposition, qui ne décolère pas depuis cet épisode, a soumis jeudi une nouvelle motion pour le démettre de ses fonctions. Cette dernière sera votée ce samedi. Pour qu'elle soit adoptée, il faudra 200 voix sur les 300 que compte le Parlement. Forte de 192 sièges, l'opposition espère, après plusieurs jours de tractations en coulisses, convaincre des députés du parti au pouvoir de s'allier avec elle. Poussé vers la sortie par son propre parti, le président Yoon Suk-yeol a promis de se battre. Depuis son coup de force, le pays s'est enfoncé dans une véritable crise politique. Mercredi, l'ancien ministre de la Défense, qui a été arrêté et placé en détention, a tenté de mettre fin à ses jours. Le président sud-coréen est lui visé par une enquête pour rébellion après la proclamation de la loi martiale et à l'interdiction de quitter le territoire. Selon une enquête Gallup publiée ce vendredi, sa cote de popularité a chuté à 11% et 75% des Sud-Coréens sont favorables à sa destitution.